Bonjour, bienvenue sur les QGIS Tutorials de Jean-Marc Gilliot d'AgroParisTech. Alors on va voir dans ce tuto numéro 3 de QGIS la symbologie et légende des couches sous QGIS. Alors tout d'abord pour les couches vectorielles, on va afficher par exemple les villes, on va regarder pour les couches ponctuelles. Donc pour accéder aux légendes et à la symbologie, on va dans le panneau propriété, donc bouton droit sur les villes, propriété, et là on va dans l'onglet symbologie. Donc c'est là où on peut choisir, où on peut créer la symbologie de ces couches. Donc on verra tout à l'heure, on peut créer des symboles complexes. Bon là pour l'instant il y a un symbole qui s'appelle symbole unique pour les villes. Là on peut choisir la taille, le type de symbole, un cercle, la taille du symbole, la couleur de remplissage, la couleur de contour. On peut par exemple mettre une autre couleur de remplissage, un vert par exemple. Voilà, si on fait appliquer, on va voir sur la carte. On peut choisir en bas aussi un autre type de symbole, par exemple une petite croix à la place de mettre un cercle comme on a fait tout à l'heure. Alors dans QGIS, en fait, les symboles peuvent être des symboles complexes, composés de plusieurs symboles, qui sont affectés dans des couches, un peu comme les couches du SIG. Donc avec le petit bouton plus vert, là, on peut ajouter une couche de symboles. Donc là, par exemple, maintenant j'ai deux symboles. Le petit cercle, alors le petit point, par exemple, je vais le transformer en une croix. On va augmenter peut-être un petit peu la taille. Alors, par exemple 6. Voilà, donc là j'ai une croix sur un fond de cercle. Et l'ordre des couches de symboles, bon bah c'est pareil, c'est comme dans les couches USIG, ça a une importance. Et on peut le changer à l'aide de ces petites flèches là. On peut faire monter ou descendre une couche pour créer le symbole complexe. Donc là, si je fais appliquer OK, on voit maintenant la ville composée d'un cercle avec une croix par-dessus. Donc ça permet de créer des symbologies un petit peu plus complexes, un peu plus intéressantes un petit peu. Alors quand on construit nos symboles, les symboles qu'on a vus jusqu'à présent, là c'est des types de symboles simples. On a d'autres catégories possibles, par exemple les symboles SVG. SVG, c'est un format vectoriel assez répandu. Voilà, donc ça donne accès à d'autres types de symboles, une petite maison par exemple. Voilà. Si on applique, on va faire afficher une petite maison là sur un fond de cercle. On a accès aussi à d'autres types de symboles. Les symboles image raster par exemple, ça permet d'utiliser une image, une imagette comme symbole. Donc si on n'est pas content de la bibliothèque de symboles, on peut toujours construire une petite image pour faire son symbole. Donc ça c'est assez pratique. Donc on peut aller ouvrir le fichier sur le disque dur. Donc là si on va dans le dossier du TD de la flèche, on va trouver à la racine du dossier une image qui s'appelle maison par exemple, maison.gif. Alors il faut fixer une taille à peu près pour qu'on voit quand même l'imagette. Donc là mettons par exemple 20 par 20, largeur, hauteur, voilà. Appliquer. Et là on voit nos petites maisons. Donc sur chaque ville, on a maintenant cette imagette qui est utilisée comme symbole raster. Alors on a aussi des symboles prédéfinis qui sont à disposition. Donc si on clique sur non pas sur marqueur ou symbole simple, là, comme il apparaît, si j'en rajoute un par exemple, symbole simple, celui-là je vais le détruire avec le petit bouton moins, supprimer une couche de symbole. Et si je clique tout en haut de la racine, là sur j'ai enlevé mon symbole simple, sur symbole, en bas ici on a des symboles prédéfinis qui sont déjà intégrés dans la bibliothèque. Je vais prendre par exemple celui-là, voilà, ok, et je vois mes symboles qui sont utilisés. Alors on a aussi la possibilité d'ajouter des effets à l'affichage du symbole. Donc en bas de la boîte de dialogue des propriétés, là je vais sur rendu de couche en bas, et je vais activer les effets en cochant ici effets. Et là sur le petit bouton personnaliser les effets, je vais ajouter par exemple une ombre portée. Donc là je coche ombre portée, on va voir l'effet sur le symbole, on voit l'ombre portée maintenant qui apparaît. Donc ça permet de donner des effets
d'éclairement ou d'ombre sur les symboles. Pour les symboles vectoriels linéaires, on a à peu près la même chose. Donc par exemple, si j'active BD Cartage là, sur les rivières, je vais zoomer un peu dessus. Dans le panneau de propriété symbologie, on retrouve la même logique avec des symboles qu'on peut construire. Et si on regarde bien en cliquant sur ligne tout en haut, comme on vient de voir, on a ici toute une série de symboles prédéfinis pour le linéaire. Par exemple, topo-hydrologie. Voilà, si je prends topo-hydrologie. Bon, pour les routes, les réseaux hydrographiques, on a déjà pas mal de symboles qui sont prédéfinis. Sinon, on peut les créer soi-même. Pour les couches de vecteurs polygones, on va retrouver la même approche. Donc, dans le panneau de propriété, si je regarde par exemple pour les départements, symbologie, je retrouve en haut, si je clique sur remplissage, tout un tas de remplissages prédéfinis. Et sinon, je peux construire moi-même mon remplissage simple. Pour l'instant, là, c'est les contours des départements sous la forme d'une ligne rouge. On peut choisir la couleur de remplissage. Alors là, vous remarquez que c'est un espèce de petit damier. Ça veut dire que c'est une couleur transparente. Donc là, ça permet de mettre une transparence totale pour la couleur. Donc là, si on peut cocher ici remplissage transparent pour qu'elle soit transparente, ou bien lui donner une couleur différente, pleine, un style continu, là, style de remplissage continu. Et là, on peut choisir la couleur, l'épaisseur du trait, le style de ligne en tiret ou en trait plein, bon, rien que de traits classiques. Voilà, donc là j'ai les départements en noir avec un contour rouge. Pour la transparence, on vient de voir là dans les propriétés, on peut fixer effectivement sur un symbole simple, un remplissage simple, on peut fixer un style de remplissage avec pas de remplissage. Donc là ça met 100% de transparence pour l'intérieur du département, mais le contour n'est pas touché. Sinon, une autre technique qui peut être utilisée de transparence sur les couches, c'est de mettre un pourcentage de transparence. Donc je vais remettre un remplissage, peut-être mettre une autre couleur que le noir, là, voilà, un vert. Et en fait ici dans les onglets, alors je vais faire appliquer. Donc là on peut trouver un pourcentage global de transparence dans le rendu de couche en bas. Donc là je clique sur rendu de couche et là on a un petit slider d'opacité. Donc pour l'instant je vais mettre 50% d'opacité. C'est pas la transparence, c'est l'opacité, mais c'est le complément. Voilà, appliqué. Et là voilà, on devine en transparence. Le fond scan 1000 qui est dessous les départements apparaît maintenant en transparence. Et le contour aussi a un effet de transparence. Et là, on peut mettre un pourcentage de transparence. Donc, c'est deux effets de transparence différents. Soit on met une transparence totale dans le remplissage, soit on met un pourcentage de transparence sur l'ensemble de la couche pour deviner la couche qui a. Donc là, je vais enlever peut-être l'effet de transparence. Alors, un autre type de remplissage possible, c'est un remplissage par image. Donc on peut aussi utiliser une image pour faire un remplissage. Bon, ça c'est souvent le cas si on utilise une image de type de texture. Donc si on va à la racine du projet La Flèche, on peut trouver une image PNG, format PNG qui s'appelle texture, texture.pnz, une espèce de texture de bambou. Donc si on fait appliquer, voilà, on trouve nos départements dessinés avec cette texture sous forme de bambou. Alors on voit qu'il n'y a pas il n'y a pas les contours des départements. Donc là c'est pas très grave. Ce qu'on peut faire dans ces cas-là pour l'avoir avec la texture, on peut rajouter une texture de remplissage simple. Donc dans ce cas-là, on mettra une couleur de remplissage transparente ou pas de remplissage, ça revient au même en fait, mettre une couleur transparente ou ici pas de remplissage. Et là on va garder le couleur du trait en noir. Voilà, et donc là on voit bien le système par couche des symboles. On a deux symboles, on a la texture bambou comme premier symbole et un contour noir par-dessus comme deuxième symbole. Donc on peut comme ça construire des symboles assez complexes en combinant plusieurs symboles élémentaires. Et on l'a vu au point de départ, on peut sinon utiliser la bibliothèque de symboles. Donc on va tout en haut là sur remplissage pour faire apparaître en bas ici les symboles. Si je veux un surage bleu par exemple, je peux changer ma symbologie en prenant une symbologie prédéfinie déjà dans la bibliothèque toute prête
Alors il y a d'autres types de remplissage, hein, il y en a pas mal, mais le remplissage par dégradé par exemple, hein, qui fait au lieu de faire une couleur unie de remplissage, il fait un dégradé, bon, pas forcément très utile d'un point de vue cartographique parce que on visualise plus tellement bien les couleurs par rapport à des légendes, mais enfin bon, ça peut dans certains cas être utile. Et dernier point qui est assez intéressant, c'est le remplissage de centroïdes. Donc bien que les départements là soient des polygones en fait, hein, on peut, je vais peut-être décocher le fond, voilà, on peut symboliser le polygone surfacique par son point central, on appelle ça le centroïde dans le SIG, et ça permet de faire une représentation par point à partir d'une représentation polygone. Donc là, comme tout à l'heure, on peut très bien combiner les polygones et le point. Donc là, je lui fais rajouter un symbole. Donc comme c'est de toute façon un polygone par défaut, il met un symbole remplissage. Alors je le fais descendre en dessous pour qu'on voit le point par-dessus. Et du coup, voilà, on a les départements en bleu avec au centre, au centroïde, le point rouge qui correspond au centre du département. Bon, ça peut s'utiliser, on verra plus tard, par exemple, pour faire un rond proportionnel à la population, ce genre de choses. Alors deuxième grande catégorie de couches comme on a vu dans le premier tuto, hein, il y a les vecteurs mais il y a les rasters aussi, tout ce qui est images et rasters. Donc on va regarder au niveau des légendes, des symbologies comment ça marche pour les rasters. Donc là on peut aller ouvrir depuis le dossier La Flèche dans le dossier BD Ortho. Un BD Ortho c'est la base IGN des orthophotographies. Et là on va faire glisser 0, 4, 68, 67, 40, ça c'est une photo aérienne. Donc je la fais glisser sur le fond. Je la vois pas à l'écran, c'est sûrement un problème d'échelle, donc je fais bouton droit, zoom sur la couche, zoomer sur la couche, voilà, pour arriver sur une photo aérienne de la zone de la flèche. Alors si on va voir dans les propriétés d'une couche raster, on a aussi un petit onglet, alors c'est légèrement différent la représentation de la boîte de dialogue pour les rasters, mais on retrouve ici le petit pinceau là de symbologie. Et on a plusieurs catégories de symbologie, c'est le type de rendu ici. On a couleur à bandes multiples, donc ça c'est essentiellement pour les photos aériennes, les images satellites, où chaque bande représente une image correspondant à une longueur d'onde. Le bleu, le rouge, le proche infrarouge, c'est pas forcément du visible, hein. Le moyen infrarouge. Palette à valeur unique, ça c'est pour des images 256 couleurs, plus des images d'illustration, donc ce sera plus des cartes topo en général. Bande grise unique, ça va être une image avec une seule bande, mais qui sera représentée par un dégradé de gris, par exemple, pour un MNT, un modèle numérique de terrain, pour l'altitude. Pseudo-couleur à bande unique, bon ça on verra, c'est pour allouer un dégradé de couleur particulier pour une donnée aussi de type altimétrique, par exemple, hein, ça peut être autre chose. Et effet d'ombrage, ça c'est aussi pour les MNT, hein, c'est pour faire des cartes d'ombrage. Donc là, sur une photo aérienne comme ça, c'est plutôt effectivement un rendu de type couleur à bande multiple qu'on va utiliser. Et de toute façon, même si dans certaines images, on va avoir 5, 6, 10 bandes, l'écran, lui, n'est capable d'afficher que des couleurs construites à partir de 3 bandes, rouge, vert, bleu. Donc on doit toujours choisir parmi les bandes de l'image, celle qui va être affichée en rouge, celle qui va être affichée en vert, celle qui va être affichée en bleu. C'est ce qu'on appelle la composition colorée. Donc là, dans le cas d'une photo aérienne visible, hein, là les bandes sont rangées dans l'ordre, donc 1 rouge, 2 vert, 3 bleu. Donc on vérifie juste qu'on est dans le bon ordre pour que l'image, si j'inverse les bandes, je vais avoir des couleurs bizarres, quoi. Si par exemple je mets 3, 2, 1 à la place de l'actuelle, si je fais appliquer, là on se retrouve avec des couleurs bizarroïdes parce qu'on n'a pas mis la bonne composition colorée. On verra tout à l'heure un exemple sur une image satellite, hein. Voilà, donc là je remets 1, 2, 3, voilà, on retrouve les couleurs naturelles, entre guillemets, les couleurs normales. Il arrive que certaines images apparaissent très mal à l'écran, très peu contrastées. Donc là, il y a des outils d'amélioration du contraste. Donc là, par exemple, je vais faire apparaître ici cette partie paramètres de valeur min-max, puisqu'on a une technique, par exemple, d'amélioration qui est étirée jusqu'au min-max. Donc ça, pour une image qui apparaît, c'est pas le cas ici, mais pour une image qui apparaît peu contrastée, on peut lui demander d'optimiser l'affichage sur des critères statistiques, hein. Il va regarder l'histogramme de l'image pour contraster l'image et la rendre plus visible. Alors on va regarder un deuxième exemple d'image raster maintenant. Donc si on va dans le dossier scan 25, là on a une image qui s'appelle extrait 72 topo, donc je vais la faire glisser.
Alors là, il me demande le référentiel, c'est du Lambert 93, voilà. Donc ça, c'est la carte 25 millième en fait de la flèche. Donc si je vais voir dans les propriétés, et là apparu dans la légende bien sûr, si je vais voir dans les propriétés de la couche, je peux vérifier ici dans bande comme tout à l'heure, mais là je vois que j'ai qu'une seule bande. Donc ça c'est une image effectivement monobande. Et donc là le type de palette qu'on a utilisé, c'est palette valeur unique. Palette valeur unique. Donc il y a des couleurs optimisées pour... en fait c'est des images souvent à 256 couleurs, de 0 à 255, parce que c'est des images sur 8 bits, 2 puissance 8 ça fait 256. Et quand on a créé la carte, l'algorithme a choisi des couleurs optimisées pour représenter le maximum de couleurs possibles de l'image. D'ailleurs là on voit qu'il y en a suffisamment, parce qu'il y a des couleurs de RAM, parce qu'elles sont en noir à la fin. Donc ce qu'on voit ici, c'est ce qu'on appelle la table de couleurs ou la lookup table en anglais. C'est la correspondance entre l'indice de la couleur dans la table de couleurs et sa couleur réelle, donc ses composantes RVB, rouge, vert, bleu. Alors ce qui peut être intéressant avec une carte topo comme ça, c'est effectivement de pouvoir travailler des effets de transparence pour pouvoir voir simultanément par exemple la photo aérienne et avec par-dessus des informations topographiques disponibles. Donc là on a deux possibilités pour les rasters. On peut faire ici, grâce à ce petit onglet transparence, comme on a fait tout à l'heure sur les vecteurs, mettre un pourcentage global de transparence. Donc là par exemple si je mets appliquer, j'ai mis 46% de transparence, voilà on devine, alors on peut même augmenter encore plus l'effet de transparence, voilà. On voit bien la photo aérienne et on devine les éléments topographiques par-dessus. Mais bon, la lisibilité peut rester quand même assez moyenne, ça dépend. Dans le panneau de transparence qu'on a vu juste avant, on a une deuxième option. Là, on a vu l'opacité globale. Là, on a l'option de transparence personnalisée. Donc là, on peut définir certaines couleurs et les mettre en transparence. Donc on peut cliquer sur plus pour rajouter le numéro d'une couleur. Alors bon, il faut l'avoir repéré avant. Une autre possibilité, c'est d'utiliser la petite pipette ici et d'aller choisir sur l'affichage. Par exemple, là, je vais mettre en transparence le blanc. Voilà. Et là, il nous propose... Alors, on peut mettre même un intervalle de valeur. Là, c'est 231, 231. Mais si on en a plusieurs successives, on peut donner un intervalle. Et là, on donne le pourcentage de transparence. Donc, si je fais appliquer, on voit qu'instantanément, tout ce qui était blanc, là, est devenu complètement transparent. Si je veux faire la même chose par exemple pour les lacs ou les espaces verts, il suffit que je les fasse apparaître à l'écran pour pouvoir les manipuler. Et de la même façon, on va pouvoir aller remettre des couleurs, choisir de nouvelles couleurs transparentes. Par exemple, je prends le vert ici, voilà, appliquer, je vais aller chercher le fond du lac, voilà, appliquer, et donc là, je peux me retrouver avec pratiquement que les éléments ce qu'on appelle la couche du noir, c'est-à-dire les limites des routes, les toponymes qui apparaissent par-dessus la photo aérienne. C'est assez pratique comme type de visualisation. Donc là, on met une transparence couleur par couleur. Alors un autre exemple pour les images raster, dans la légende, dans les panneaux de couche, on a déjà une image qui s'appelle LC08-2013, ça c'est une image, on l'avait déjà vu, une image satellite Landsat. Un petit coup de zoom sur la couche pour visualiser. On va peut-être décocher un peu des choses là, qui nous encombrent. Voilà, alors on a une image avec des couleurs un petit peu bizarres entre guillemets, parce que c'est une image proche infrarouge visible. Donc il y a des couleurs forcément que l'œil ne voit pas, qu'on a été obligé de mettre dans des couleurs artificielles. On appelle ça une composition colorée, fausse couleur, infrarouge couleur. Donc si on va voir justement dans les propriétés de la couche LC08, voilà, symbologie. Donc là on voit bien que au niveau des bandes ici, on en a 4. Alors en fait c'est une image qui théoriquement a une dizaine de bandes. Là j'en ai mis que 4 pour pas alourdir le jeu de données. Donc là on a la bande 1 qui correspond au bleu, la bande 2 au vert, la bande 3 au rouge et la bande 4 c'est le proche infrarouge. Donc comme on a vu tout à l'heure, on a que 3 couleurs possibles fondamentales, rouge, vert, bleu, pour faire l'affichage en couleurs. Donc là, on a mis la composition colorée classique qui s'appelle infrarouge couleur, 4 le proche infrarouge, 3 le rouge et 2 le vert. Donc c'est ce qui donne ces couleurs ici. Donc ces couleurs, en fait, tout ce qui est rouge,
ça représente la végétation chlorophyllienne. Ce qui est rouge sombre, c'est plutôt les forêts, c'est l'ombre des houppiers des arbres qui donne cet effet plus sombre. Et tout ce qui est vert bleuté, c'est soit des zones urbaines, soit des sols nus, qui sont plutôt jaune-marron, ou bien des cultures mûres, un blé mûr jaune va apparaître en vert émeraude dans une composition colorée. Certains satellites n'ont pas la bande du vert, parce que le vert et en général c'est plutôt le bleu qui n'a pas la bande du bleu, parce que le vert et le bleu sont très corrélés à 80%, donc quelquefois, donc du coup on ne peut pas faire des visualisations en vraie couleur. Dans le cas de Landsat, on l'a, donc on peut très bien, par exemple ici, faire une autre composition colorée, 3, 2, 1, où là ça va être effectivement le rouge classique. Voilà, donc là on retrouve des couleurs, effectivement, tout ce qui est sol en marron, tout ce qui est végétation en vert, des couleurs plus classiques. Donc ça c'est une composition couleur naturelle. Donc ce qu'on a vu là dans cette partie symbologie, c'est l'affichage des couches avec leur symbologie de base ou modifiée. Maintenant on va voir une représentation plutôt sous forme de légende. La différence c'est que là on va utiliser des champs de données, des informations présentes soit dans les champs des tables des vecteurs, soit dans les pixels des rasters, pour faire des légendes calculées automatiquement. Alors pour ça, on va commencer par les vecteurs, on va charger dans le dossier Corinne Landcover. Donc Corinne Landcover, c'est le grand programme européen de cartographie de l'occupation des terres, donc ça donne une carte, c'est une carte très, très utilisée. Donc on fait glisser la couche CLC 2012. Voilà, elle apparaît. Alors là, il y en a juste un extrait sur la zone, c'est pour ça qu'il y a un contour un peu carré comme ça. Donc pour l'instant, il a fait une symbologie par défaut. Par symbole unique, ça veut dire que tous les polygones sont affichés avec les mêmes couleurs. Et là, on va aller dans les propriétés de la couche CLC 2012. Et on va choisir un autre type de représentation que symbole unique qu'on a vu tout à l'heure. On va prendre catégoriser. Alors dans catégoriser, il faut choisir une colonne du tableau de données. Donc là, on a une colonne qui s'appelle CLC1, Corinne Landcover de niveau 1, qui contient un numéro qui donne le type d'occupation du sol. Donc là, j'appuie sur le bouton classer. Et on voit 1, 2, 3, 5. Alors 1 c'est les zones urbaines, 2 c'est tous les espaces agricoles, 3 c'est la forêt, et 5 sont les espaces en eau. Donc si je fais appliquer, automatiquement, alors il a affecté des couleurs aléatoires pour l'instant, on va pouvoir les changer ensuite, mais automatiquement, chaque polygone se retrouve affecté avec sa couleur correspondant à la valeur de sa colonne CLC1. C'est pour ça qu'on parle de légende automatique. Ça c'est très important dans les SIG, c'est une des premières choses qu'on cherche à faire en général, c'est de représenter l'information cartographiquement. Donc après on peut changer les couleurs, classiquement tout ce qui est urbain souvent ça va être plutôt représenté en couleur rouge par exemple, on peut mettre un rouge un peu plus intense, voilà. Tout ce qui est espace agricole, c'est représenté en général en jaune. Voilà, on peut choisir un jaune. Tout ce qui est forêt, ça va être... on va mettre un vert foncé par exemple. Voilà, vert intense. Et les surfaces en eau, on peut être original, on va les mettre en bleu. Bon, ça c'est des couleurs assez normalisées pour les cartes d'occupation du sol, que ce soit Corinne Landcover ou Global Landcover qui est la version mondiale. Vous retrouverez toujours un peu ces jeux de couleurs. Voilà, en zone les espaces urbains, en jaune les espaces agricoles et en vert les forêts, en bleu ici les rivières, les lacs, etc. Alors avec des couches comme ça où on a des petits polygones, quand on dézoome, il y a un effet assez nuisible, vous voyez. Au bout d'un moment, on a l'impression que c'est tout noir. Alors pourquoi ? C'est simplement l'effet des contours. Dans le SIG, quand on dézoome, il dézoome pas proportionnellement à la taille des contours, sinon on les verrait plus très rapidement. Et donc du coup, c'est pas très adapté pour des cartes de ce type-là. Pour des cartes de région, de département, des grosses patates, de polygones, le contour ne gêne pas, mais sur des petits polygones comme ça, il gêne. Alors, on va voir comment on peut éventuellement l'enlever. Donc si on retourne dans les propriétés des symboles, quand je vais sur mes couleurs ici, vous voyez, je peux choisir dans mon remplissage simple les paramètres de couleur, voilà. Et si j'agrandis un peu la boîte de dialogue, parce qu'il y a des choses en dessous, j'ai la couleur du trait, donc je peux très bien aller mettre ici une couleur
avec par exemple une transparence totale, voilà, 0% d'opacité, et voilà, ça va faire disparaître le contour. Là pour l'instant sur le rouge, on voit que les rouges n'ont plus de contour actuel. Alors pour éviter de le faire couleur par couleur, bon là ça va, il n'y a que 4 entrées, mais dans certains cas on a des légendes plus grosses. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner les 5 entrées. Alors la dernière catégorie, All Other Values, c'est dans le cas où on a créé une légende, on a ajouté les catégories à la main, et on les a pas toutes mises. Donc celles qui restent, on peut les faire figurer toutes avec la même couleur. Donc là pour enlever le contour de mes 4 valeurs, 1, 2, 3, 5, je les sélectionne toutes, et là je vais dans Symbole, Changer. Je retrouve un peu le même type de menu si je vais dans Remplissage simple, et donc là je vais enlever par exemple, où là je peux faire pas de ligne, il y a plusieurs possibilités, soit mettre ici une opacité nulle dans la couleur, ça va donner le même effet, ou mettre une ligne de type pas de ligne. Donc là si maintenant j'applique, je valide, voilà, il a supprimé simultanément les contours de toutes les entrées de la légende, des 4 entrées de la légende, et là on voit en dézoomant qu'on garde une lisibilité de la carte beaucoup plus longtemps. Donc c'est ce que je vous conseille de faire pour des cartes thématiques comme ça, de ce type là, où on a des petits polygones, c'est irrégulier comme ça, d'enlever, alors pas tout le temps, mais la plupart du temps ça sera plus confortable, plus lisible, d'enlever le contour. Donc voilà le premier type de représentation de légende automatique, le type de légende catégorisée. Alors catégorisée, on l'appelle aussi quelquefois par valeur unique, parce qu'il affecte une couleur pour chaque modalité de la variable cartographiée. Donc en général, on va utiliser ce type de légende là pour des variables qualitatives. Ici, même si le champ contient des valeurs numériques, 1, 2, 3, 5, elle représente un type d'occupation du sol, donc c'est une variable purement qualitative. Donc ça c'est un type de légende qui est particulièrement adapté à des variables qualitatives. On évitera de l'utiliser sur des variables quantitatives, parce que dans certains cas, dans une variable quantitative, on peut avoir un nombre de modalités énorme, et donc le logiciel n'aimera pas du tout ça. Alors pour des variables quantitatives, on va voir un deuxième type de représentation de légende automatique. Donc si on regarde sur les départements qu'on regardait tout à l'heure, on va faire un type de symbologie par gradué. Donc gradué, ça c'est justement dans le cas où on a des données quantitatives. Là on va prendre la population en 2016. Comme on a trop de valeurs différentes, il ne va pas mettre une couleur par valeur, mais il va faire, ici j'appuie sur le bouton classer, vous voyez il va faire des intervalles. Donc il fait des intervalles de valeurs avec des intervalles de couleurs qui correspondent. Et en général, là je vais zoomer sur toute la France, voilà. Et donc il fait en général un dégradé continu. Donc là c'est du blanc, rose jusqu'au rouge. On pourrait mettre tout un tas de légendes différentes qui matérialisent une variable continue. C'est bien d'utiliser ces légendes-là que ces palettes de couleurs continues comme ça avec un dégradé continu, de les utiliser que sur des variables quantitatives. Parce que ça donne une impression de continuité. Donc si on met ça sur des variables qualitatives, ça va donner, ça va perturber complètement la perception de la carte. Alors pour les symboles, pour les couches ponctuelles, comme par exemple pour les villes qu'on a vues tout à l'heure, on peut aussi faire des représentations pour des variables quantitatives, des légendes automatiques des variables quantitatives, donc en utilisant la méthode graduée qu'on vient de voir. Et là on a la possibilité dans méthode d'utiliser soit une gradation de couleurs, donc il peut nous faire des cercles avec des couleurs différentes, ou une autre possibilité c'est de faire des tailles. Donc là on peut lui demander de classer en fonction de la taille. Alors il faut choisir la colonne d'information. On peut prendre par exemple aussi la population ici. Donc si je fais classer, alors là on peut choisir la méthode de classification avec des intervalles réguliers, 0, 10, 10, 20, 20, 30, ou des intervalles qui sont créés sur la base de l'histogramme pour faire des écouilles effectifs par exemple. Et donc là après on peut choisir, ici on peut fixer de 1 à 8, on peut fixer un petit peu, accentuer plus ou moins l'effet de taille si on veut, en fonction de la variable de départ. Voilà, bon là j'ai laissé le symbole qu'il y avait tout à l'heure, mais ça pourrait être aussi un cercle, donc là on voit des tailles différentes. Je vais peut-être décocher les départements, voilà, pour qu'on voit mieux. On a des tailles différentes pour les villes en fonction de la population.
Donc on avait vu tout à l'heure, d'ailleurs c'est encore un peu figuré là sur les départements, qu'on peut faire une représentation par centroïde aussi sur les polygones, donc on pourrait faire la même chose sur les points des départements. Donc bien que ce soit des polygones, on peut du coup faire une représentation par point de taille croissante. Alors on va voir quelques éléments maintenant de légende automatique pour les rasters. Donc on a la couche ici MNT, donc je vais cocher la couche MNT, on va se rapprocher un petit peu. Donc c'est le modèle numérique de terrain, c'est l'altitude, on voit bien ici en noir les vallées, les affluents, etc. Donc là elle est affichée par défaut en dégradé de gris, mais on va voir qu'on peut changer cette représentation. Donc si on va dans le panneau de symbologie, donc propriété, symbologie, donc là on a effectivement, on vérifie qu'on a bien une seule bande, et la méthode par défaut qu'il a utilisée c'est bande grise unique. Donc il y a un dégradé, alors noir vers blanc ou blanc vers noir. Donc noir vers blanc, les altitudes les plus élevées sont en blanc. C'est ça l'intérêt. On peut éventuellement mettre une autre couleur ici, coloriser si on veut faire un dégradé de rose. On peut faire comme ça. Voilà, on peut coloriser si on veut. Et ce qu'on peut utiliser souvent aussi, c'est un rendu par pseudo-couleur à bande unique, c'est-à-dire que là au lieu de mettre un dégradé d'une seule couleur, on va mettre une palette de couleurs. Donc là par exemple du rouge au bleu, donc si on fait appliquer, voilà, du rouge au bleu, on va avoir un dégradé qui apparaît, et si on regarde dans le panneau des couches, on voit un rappel de la légende qui apparaît. Alors attention, dans QGIS, là il y a une petite ambiguïté. On voit ici 1, 2, 3, 4, 5 entrées. Ça ne veut pas dire qu'il a mis 5 couleurs à l'écran, il en a mis beaucoup plus. Mais au lieu de faire comme dans un certain nombre de logiciels où on met un dégradé continu de couleurs, ils ont mis juste un échantillon de quelques valeurs de l'intervalle de couleurs. Donc ça peut prêter à confusion, c'est pas tout à fait exact. Alors il y a différentes palettes de couleurs qu'on peut choisir, donc si on retourne dans le panneau propriété ici, alors il y a les techniques d'interpolation qui sont faites pour l'affichage, bon ça on verra plus tard, et puis on a, donc ça c'est plutôt l'aspect statistique en fait, au niveau du contraste de l'affichage. Et puis ici donc palette de couleurs, on en a un certain nombre qui sont présentes ici, tous les dégradés de couleurs, voilà, on a tout un tas de palettes qui apparaissent. Éventuellement on peut aller dans créer une nouvelle palette de couleurs. Alors on peut soit en créer soi-même, soit il y a des catalogues supplémentaires, donc par exemple la CPT City, on peut aller dessus, et il y a encore toute une catégorie de palettes de couleurs. Donc là comme on a des données topographiques, on peut regarder sur topographie, et là on va mettre cette légende là, qui est une légende assez classique dans les cartes de MNT. En gros, ça représente les vallées, les verts, les jaunes des fonds de vallée, le marron de la roche des montagnes, jusqu'au blanc de la neige des altitudes. Donc voilà, si je fais OK, voilà, là c'est une légende colorée assez classique pour les données d'altitude. Donc pensez à regarder effectivement ces palettes de couleurs supplémentaires, il y en a qui sont assez intéressants. Alors souvent avec des couches raster comme ça, un deuxième type d'affichage qui nous intéresse, c'est de faire un affichage par classe de valeurs, c'est-à-dire de mettre juste par exemple 3 intervalles de valeurs et d'avoir uniquement 3 couleurs à l'écran pour voir des grandes zones avec moins de détails. Donc ça on peut le faire aussi, donc si on va dans les propriétés de la couche MNT, propriétés, voilà. Et donc là la différence c'est ici au niveau d'interpolation, on avait vu tout à l'heure. Là tout à l'heure c'était linéaire, et là on peut mettre discrète. Donc en mettant discrète, on va pouvoir ici choisir effectivement moins de valeurs et faire des classes d'affichage. Donc là on va mettre le mode intervalle égal, et on va choisir par exemple 3 classes. Voilà, donc là il me met effectivement 3 couleurs qui correspondent à mes 3 classes. Si je fais appliquer, voilà, maintenant je retrouve 3 couleurs, bleu, orange et blanc et gris, qui représentent des grandes zones topographiques. Donc ça c'est un affichage par valeur classée, donc souvent recherché en fait. Au niveau de l'affichage des classes, ce qui est un peu embêtant, c'est que QGIS y met la valeur, plus ou moins la valeur centrale de la classe ici. Donc ça c'est pas très très bien. Ici par exemple c'est en fait la valeur, c'est la première classe, elle va du minimum, c'est-à-dire 1764 à 69,7.
Donc là, ce serait plus juste de mettre effectivement les valeurs d'intervalle, hein, donc 17,64, ou on peut arrondir, hein, mais voilà, jusqu'à, on peut l'écrire comme ça, jusqu'à 69,7. Ensuite ici 69,7 jusqu'à 122, parce que sinon ça prête encore une fois à confusion, on sait pas, on peut se tromper sur la valeur des bornes. Hein. Et là, c'est jusqu'au maximum, c'est-à-dire donc de 122 jusqu'à 173. Hein, on a les bornes en haut là, 173,85. 173,85. Voilà, donc au moins là, parce que c'est des valeurs par intervalle. Je comprends pas qu'ils aient mis la valeur centrale, c'est pas suffisamment informatif. Voilà, en général, c'est comme ça qu'on l'écrit. On a les intervalles correspondant à chacune des couches. Alors à partir de cette carte-là, on va faire maintenant une autre. On va la combiner à un autre type d'affichage pour faire un affichage classique des cartes topographiques. Une carte avec un ombrage, avec un effet d'ombrage. Donc on va commencer par dupliquer la couche MNT. Hein. Donc ça va permettre d'en faire une copie, voilà, dupliquer la couche. Donc en dessous on a MNT copié. Et alors je vais décocher MNT. Ce MNT copié, on va lui donner un style d'affichage par ombrage. Donc par ombrage, en fait, on donne une position simulée du soleil à une certaine altitude, avec un certain facteur. On peut accentuer ici, je vais accentuer peut-être l'effet de Z pour accentuer l'effet d'ombrage. Hein. Voilà, là on fait appliquer OK. Donc vous voyez, ça fait comme si on avait une ombre portée sur les bords du relief. Après, quelque chose qui se fait assez classiquement, on raffiche la couche MNT par-dessus et on lui met un effet de transparence. Donc on vient dans l'onglet transparence ici et on lui met un effet assez fort de transparence, hein, donc 30% d'opacité par exemple, voilà. Et comme ça on a les deux informations simultanées. On a la couleur, là, le gris, le vert, le orange, et on voit par-dessous les limites. On appelle ça quelquefois une carte en pseudo-relief. Ça permet de bien... Alors dernier point sur les symbologies et légendes, l'étiquetage. L'étiquetage qui permet de faire figurer du texte. Hein. Donc là on va ouvrir dans Géofla France la couche des régions de France. Alors c'est les anciennes régions. Voilà, région.shp. Je le charge, je dézoome un peu. Et on va faire afficher le nom des régions. Donc dans les propriétés, alors vous voyez, on va souvent dans l'onglet propriétés. Hein. On a ici un onglet étiquette. Donc on choisit, par défaut il n'y a pas d'étiquette. On va faire des étiquettes simples. Et ces étiquettes, elles reposent encore une fois sur un champ de la table de données. Donc là, on a le champ qui s'appelle First Name, qui contient le nom de la région. Voilà, donc si on fait appliquer, on voit apparaître le nom de la région sur chacune des régions de France. Alors après, on peut tout régler dans les étiquettes. Hein. On peut régler la police de caractère, on peut régler des effets d'ombre, etc. La position exacte par rapport au point, la taille des caractères, etc. Voilà, par exemple, sur l'onglet texte, ici, on peut choisir la police de caractère. Donc si on veut mettre une autre police de caractère, par exemple, je sais pas, celui-là, là. Voilà, on peut regarder l'effet, voilà, appliquer. Voilà, là il nous a changé la police de caractère, on peut changer la couleur, on peut évidemment tout changer. Quelque chose d'assez classique aussi avec les étiquettes, c'est de fixer la position de l'étiquette par rapport au point. Alors là, dans le cas d'un polygone, il fixe l'étiquette par rapport au centroïde. Hein. Par exemple ici, le centroïde de Bourgogne, bon, comme c'est assez régulier, c'est à peu près le milieu. Hein. Quand on a des régions un petit peu plus biscornues, on peut avoir des centroïdes qui n'apparaissent pas forcément comme en plein milieu. Donc l'alignement de l'étiquette par rapport au centroïde, on peut le fixer un peu ici dans l'onglet position. Donc voilà, par exemple autour du centroïde, on peut introduire un décalage, on peut le centrer, le mettre à gauche, en bas, etc. On peut régler la position de l'étiquette par rapport à la position du centroïde. Si on regarde pour des couches linéaires, par exemple la baie d'écartage des rivières, je vais décocher les régions pour avoir plus de place, et puis les MNT peut-être. Voilà, donc la baie d'écartage, donc de la même façon, hein, il y a des informations, il y a un peu d'informations sur le nom des cours d'eau, donc on peut aller dans les propriétés, étiquettes, voilà, donc là on peut rajouter une étiquette simple en utilisant comme champ toponyme, donc ça c'est le nom du cours d'eau, hein, donc si on fait appliquer,
Voilà, donc là il faut zoomer un peu pour voir apparaître, voilà ici. Alors là il y a des petits problèmes d'accent dans la base, hein. Ça c'est assez classique dans les bases de données, voilà. La Sarthe, le Vaud, voilà, donc on voit qu'il essaye de suivre là, dans le mode par défaut, on va voir il y en a un autre, mais il suit le grand axe du morceau du cours d'eau où il met l'étiquette. Donc si on va regarder dans les propriétés justement des étiquettes, en particulier dans position comme on a vu tout à l'heure, là on voit pour les linéaires s'il y a des options différentes, hein. Là on a parallèle, c'est le mode pour l'instant, donc, et on a par exemple incurvé. Alors on va essayer incurvé pour voir ce que ça donne, hein. Si on repère ici par exemple l'orne champenoise, si je fais appliquer, alors là il l'a pas mis, mais je crois que c'est parce qu'il, voilà, il faut jouer un peu sur le zoom. Donc là vous voyez la différence, il suit plus la courbe du cours d'eau, il fait plus une ligne parallèle, mais en fait voilà, comme ici on voit bien, il suit la courbure du cours d'eau dans ce mode. Alors ce qui est classique aussi avec les étiquettes, c'est que souvent quand on dézoome, il y a trop d'étiquettes et on voit plus rien. Donc normalement ici dans l'onglet rendu, il y a un mode, afficher toutes les étiquettes de cette couche, y compris les étiquettes en collision. Alors par défaut elle n'est pas cochée pour qu'il y ait moins d'étiquettes affichées, hein, mais si on la coche normalement, alors là comme je suis dans le mode incurvé, j'aurais peut-être